Je voudrais remercier Florence et Richard d'avoir organisé cette journée. C'est un sujet qui, bon, on se connaît pas mal dans la salle, vous savez à quel point ça me passionne. Et en fait, tous ceux à qui j'ai fait subir mon fameux refus d'apprendre sauront que je vous en parle en connaissance de cause, parce que c'est un sujet qui remonte à loin. Quand j'ai commencé à travailler avec mon père, il y a 10 ans maintenant, j'étais en plein dans essayer de sortir, de comprendre déjà comment on faisait un chantier aux Chine, tout ça, et puis brutalement, il fallait mettre du lean sur toute l'usine. Et c'était vraiment notre problème, mais il n'arrêtait pas de me dire que le problème en ligne n'était pas dans l'usine. Alors imaginez, qu'est-ce qui a mis en place un flux tiré lissé dans la salle? Ouais, quand on est en train d'essayer de comprendre ça et de découvrir ça, c'est pas super simple. Mais il me disait oui, mais tout ça, tu y arriveras. Le vrai sujet est en conception. Alors, il m'a bassiné avec ça pendant 2 ans, ou 3 ans, avant qu'on a fini par écrire un premier article là-dessus, qui était sur le lean développement ensemble en 2005. Donc vous voyez, ça remonte quand même assez loin. Et il a fallu encore 8 ans pour que je finisse par accepter de mettre là dans le bouquin qu'on vient d'écrire sur le management lean, la place centrale du développement pour le devenir de l'entreprise et dans le lean. Et donc, refus d'apprendre, vous voyez le mien, ça fait 10 ans. Pour commencer à accepter qu'effectivement, Toyota n'est pas devenu numéro 1 de l'automobile en diminuant ses coûts. Oui, ils ont fait ça. Mais Toyota est devenu numéro 1 de l'automobile en vendant des voitures. Et surtout pour vendre des voitures, en fabriquant des voitures que les gens achètent, ce qui n'est pas facile. Puisque eux, ils étaient une boîte de voitures japonaise. Imaginez donc que chaque voiture vendue à l'international devait être prise à GM, Ford ou Chrysler, qui étaient loin d'être des abrutis, qui savaient faire des voitures. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment par leur conception produit. Et la partie usine est importante parce qu'une de leurs spécificités qu'on a découvert, c'est que leur conception produit est très, très liée avec ce qu'ils savaient sur l'usine. Mais c'est bien par leur conception produit qu'ils sont devenus le plus grand constructeur mondial. Donc, je vais vous parler d'un peu de l'évolution, de comment on a étudié le problème. Et ce soir, en conclusion, Olivier Soulier vous parlera plus de Toyota parce qu'il vous parlera directement de son interaction sur le projet qu'il a co-managé de coopération entre PSA et Toyota. Et vous verrez, c'est très, très intéressant de visu ce qu'il a vécu avec son homologue japonais. En fait, dans le premier article, on avait sorti un modèle qui est assez compliqué. Et comme toujours, quand on commence à regarder ces problèmes de lean, on avait juste essayé d'expliciter ce qu'on voyait des processus Toyota. Donc c'était en 2005, on avait encore cette approche très processus. On a essayé, Freddy surtout a essayé d'en parler à plusieurs boîtes, des petites boîtes locales comme Safran. On n'a jamais accroché. Et toujours la même difficulté, c'est ce que vous connaissez tous, vous voyez tous, c'est-à-dire de plaquer des processus d'une entreprise sur une autre, ça marche juste pas. Alors, on peut le faire avec beaucoup d'efforts managériels, mais derrière, il ne se passe rien. Donc, entre ces années, à force de réfléchir, en travaillant avec Jacques, on a reformulé, là, on est en ce moment, on a reformulé sur la partie work et Kaizen, c'est-à-dire sur les dynamiques d'apprentissage. Donc, ce que vous voyez ici, c'est de montrer les 3 boucles fondamentales d'apprentissage qui décrivent l'entreprise. Et en fait, la présentation que je vais faire aujourd'hui, comme c'est la première journée qu'on fait sur Lean Engineering, et vous voyez, c'est un sujet sur lequel on est depuis longtemps, je m'excuse, elle va être un peu technique, parce qu'on essaie vraiment dans le but de planter un piquet dans le sol. Donc, je vais aller assez vite, ça va être assez touffu, c'est un peu technique. Mais l'idée de base, c'est de passer d'une vision de... Là, on avait les processus des outils qu'utilise Toyota, qu'on va reprendre, mais de bien le comprendre dans le contexte de ces boucles d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire avec ces processus. Alors, pour comprendre là où je vais, il y a vraiment ce qui me passionne vraiment, il faut revenir à quelque chose de fondamental. J'ai pris une photo de mon bureau. Et vous verrez sur mon bureau, j'ai un marteau préhistorique, un coup de poing préhistorique, un marteau, une conche bouddhique et la souris de mon Mac. Et ça me fascine parce qu'en fait, je pense que, moi, vous savez que je suis sociologue à l'origine, et je crois qu'on est défini par notre usage de nos objets.
Regardez toutes les interactions qu'on a avec le monde, il y a pratiquement rien qu'on fait en direct. Notre interaction est toujours médiée par un objet. Les objets sont vraiment, vraiment importants. Et ce qu'a fait notre société, avec la révolution industrielle, c'est de démultiplier notre capacité. Avant, on avait 3-4 objets auxquels on tenait énormément. Et que le consumérisme, moi, je n'ai pas du tout d'état d'âme vis-à-vis de ça. C'est juste de libérer les gens, se révéler dans leur être humain avec le fait qu'ils ont maintenant accès à tous les objets du monde. Mais l'objet, et c'est un point vraiment important, parce que c'est un point qui en France a disparu de la discussion. L'objet est donc pour l'entreprise le produit, c'est-à-dire que le fait que la mission, le cœur de l'entreprise, c'est de faire des produits qui permettent aux gens de se réaliser par cette médiation avec leurs objets, est au cœur de notre société. Et donc, c'est un truc, pendant des années, on regarde les vieux slides de Toyota des années 70, 80, il y a toujours ce premier slide au début qu'on ne comprend pas, c'est que le but de l'entreprise, c'est le bénéfice à la société par leurs produits. Et il faut vraiment, ça c'est le combat d'aujourd'hui, c'est de remettre dans nos discussions sur l'entreprise le produit au centre de l'entreprise. L'organisation, vous en faites tous, mais ouais, bon, d'accord, c'est de l'organisation. Ce n'est pas ça qui ajoute de la valeur. Et c'est ça que j'aimerais aujourd'hui qu'on commence une discussion pour. Alors, c'est pas nous qui allons révolutionner le pays, mais qu'on commence au moins ici une discussion pour remettre le produit au centre de la discussion sur l'entreprise. Le Lean, après toutes ces années, alors 20 ans plus tard, évidemment, ça commence à dater. Pour moi, le Lean, c'est un truc très, très précis. C'est ce que je fais tous les jours, c'est l'étude de la valeur sur le terrain. Avec les chefs d'entreprise là, qui sont dans la salle avec qui je travaille, vous le savez, on passe des heures sur le terrain à essayer de comprendre la valeur. Et la valeur, c'est une performance divisée par un prix. C'est-à-dire l'objet qu'on fait, que ce soit un immeuble, que ce soit un frein, que ce soit ou le service qu'on propose, c'est du soin, c'est une certaine performance de cet objet, de ce service, et puis il a un certain coût. Et les gens trouvent leur ratio valeur quelque part entre la performance et le prix. La performance, c'est pour le client. Et là, on rentre dans une partie du Lean qui est fascinante, c'est de vraiment comment comprendre la valeur du point de vue du client. Alors, bon, quand on a travaillé ensemble là-dessus, vous savez à quel point c'est pas facile, à quel point on a des idées fausses. Il faut rentrer dans quelque chose. Nous, c'est important. Quand on fabrique ces bitonus, nous, on pense qu'il est important. Le gars qui s'en sert, lui, c'est juste un objet intermédiaire entre ce qu'il veut faire. Les gens n'achètent pas des perceuses, ils achètent des trous. Et quand on est fabricant de perceuses, c'est difficile à comprendre ça. Parce que nous, c'est notre vie de fabriquer des perceuses. Et tout ce travail commence à rentrer dans la valeur du client. Alors là, on a une découverte incroyable. C'est que nos boîtes, alors je ne sais pas ce qu'il en est à l'étranger, mais nos boîtes ont complètement perdu des fondamentaux. La première question, c'est les clients, mais qui sont les clients? Qui sont les clients? À quel segment on s'adresse? Et alors là, on se rend compte que j'ai que des blancs. On ne sait plus. Donc il y a tout un travail à faire qui est fabuleux, qui est si vous allez à l'atelier de Stéphane, il s'est beaucoup posé la question salut Stéphane, sur l'APM. On découvre qu'on a. Tu as combien d'adhérents? 6300 clients. Et puis, qui sont-ils? Et puis, quand on se pose la question, on se dit mince, on les connaît tous les jours, on a l'impression, mais on n'a pas des idées très claires sur qui ils sont. Donc ça a été la première découverte du travail qu'on a fait sur le terrain avec le Lean, c'est de dire, bon, quels sont les segments, et les segments en termes d'usage. Les gens qui se posent les mêmes questions, se parlent un peu de la même chose, et ce n'est pas du tout des segments sociologiques, parce que ici, ça n'a plus de sens. En fait, dans notre société de consommation maintenant, on peut être très très bien dans plusieurs segments en même temps. Vous pouvez très bien avoir deux télés, une télé pour une chose, une télé pour autre chose, et vous avez des usages scindés, ce qui fait que sociologiquement, ça n'a pas de sens. Vous avez des segments. Donc la première question qu'on rentre, c'est quels sont les segments visés? Quelles sont les dimensions fonctionnelles qui comptent pour le client? Et à nouveau, quand on fait l'exercice, on se rend compte que c'est loin d'être évident. Et sur chacune de ces dimensions, comment on définit le niveau de performance attendu par rapport au niveau de prix. Où sont les coûts dans tout ça? En fait, les coûts,
dans le Lean, c'est très clair. On ne va pas tellement regarder les coûts. On sait qu'il y a des coûts de base qu'on ne peut pas réduire. Si vous travaillez en France, le coût de la main-d'œuvre est ce qu'il est. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller faire le plan social le moins cher de France. Ça ne sert à rien. On paye les gens, les matières, on les achète sur les marchés, le prix est ce qu'il est. Par contre, l'intuition fondamentale du Lean, qui est très forte, et pour ça que le Lean n'est pas fait pour tout le monde, et il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce n'est pas pour eux, c'est de comprendre qu'à ce cœur de coût, on rajoute une couche de coûts qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont dus à notre mode d'organisation. Donc il y a le coût de nos conneries. Et en fait, quand on pratique le Lean, on sait que c'est vraiment très important. On est en train de parler de 2-3 points de marge sur une entreprise entière. Donc tout le travail du Lean, c'est de bien comprendre quel est ce cœur de coût, et autour, quels sont les coûts qu'on subit parce qu'on essaie d'organiser d'une certaine façon. Et alors, ça c'est un slide d'Olivier, c'est en conception que ça se passe. Donc oui, on a tous fait des choses extraordinaires, Philippe, on a tous fait des choses extraordinaires pour baisser le coût des usines. Mais une fois que le produit est fait, le coût, il est à 70-80%. Et il est fait, c'est bon. Après, on va se battre pour aller gratter, etc. Mais en fait, c'est en conception que ça se passe. Et alors, depuis ces années qu'on s'intéresse au Lean en conception, on va dans toutes ces ingénieries et on se rend compte que les dirigeants ont appliqué les mêmes ratios de réduction de coûts, vous savez, quand ils font des coupes, à l'ingénierie qu'au reste. Ce qui est absolument débile. Parce que les coûts réels de l'ingénierie, c'est un pouillème par rapport à l'ensemble de la boîte. Par contre, c'est l'endroit où il faut mettre de la ressource. Et quand on travaille avec les boîtes allemandes, on voit la différence. Parce que là, il y a du monde. C'est l'endroit où il faut mettre de la ressource parce que les décisions que les ingénieurs prennent influencent tout le reste, tous les coûts de la boutique. Donc, ça, c'est pour planter le cadre. Et la question qu'on se pose, une fois qu'on accepte ces données-là, qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la première boucle d'apprentissage. Alors, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on bosse avec plusieurs, dans des entreprises et aussi avec des groupes de réflexion sur plusieurs ingénieries. Et la première chose le sujet sur lequel on tombe toujours, c'est que comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on crée une boucle d'apprentissage qui nous permet d'apprendre qu'est-ce que veulent nos clients par rapport à nos produits. Et là, je pense que vous êtes tous d'accord, quand on est ensemble, c'est là où on est le plus à la ramasse. On est juste sec, quoi. On a des idées, mais il n'y a pas de mécanisme pour nous assurer que cette boucle fonctionne bien. Alors, la première chose que nous apprend le Lean, c'est d'arrêter d'essayer d'optimiser. Toutes les boîtes, quand elles sont en difficulté, elles veulent sortir le produit nouveau qui va les sauver, qui va prendre tout le marché. Alors, elles mettent tout ce qu'elles peuvent dedans. Généralement, il y a plein d'innovations pas stabilisées. Non, pas vous, je sais. Ça ne vous arrive jamais. Vous ne vous reconnaissez pas. Et puis on remet tout ça dans la voiture, puis dans le produit, puis on sort le produit, et puis on est surpris parce qu'il ne se vend pas. L'approche Lean est radicalement différente. Elle commence par, on a dit, un segment, donc on a nos segments, et on s'impose un tact. C'est qu'on sait qu'on va sortir un produit tous les temps. Et dans ce produit, on met des innovations si on les maîtrise. Alors parfois c'est un produit radicalement différent, parfois c'est juste un facelift, mais on s'impose de sortir le produit. Donc Toyota nous a tous surpris, on a vu les difficultés qu'ils ont eues, ils ont eu la crise des rappels, ils ont eu les tsunamis, ils ont eu tout ça, et puis boum, tout d'un coup ils sont nouveaux, ils font un fric pas possible, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en tout ce temps-là? Alors qu'avec la crise financière, tous les constructeurs ont ralenti leur sortie de produits, Toyota a ralenti un peu pour des problèmes de qualité interne, et puis brutalement ils sont mis à sortir tous les produits au tact. Et oui, ils ont pris le marché. Bah oui. Alors ce qu'il faut voir en termes d'apprentissage, c'est que ce tact, et c'est la rupture radicale qu'avait vue Alan Ward sur le développement produit, on ne regarde plus un produit comme un produit unique, mais on regarde un produit comme un flux de produits. Le produit est orienté, j'ai une direction. Le Mac, il faut qu'il soit de plus en plus plat. J'ai une directionnalité. Et donc chaque tact est l'occasion de tester vis-à-vis de mon marché mes hypothèses que je fais sur ce que veulent mes clients. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais j'apprends. La deuxième boucle de retour, c'est par là qu'on commence en pratique dans le Lean en ingénierie, c'est le SAV. Alors, bon, je sais que vous êtes différents, vous faites du Lean, que le SAV est l'endroit le plus important et le plus valorisé de votre boîte. Mais les autres qui ne font pas du Lean, ce n'est pas comme ça. Mais c'est très intéressant d'aller au SAV. Quand je travaille avec les patrons, le premier endroit où on va, c'est au SAV. Et là, on découvre qu'il y a des clients qui sont là ils essaient de vous parler.
Mais la boîte s'en fout complètement. Donc il y a un endroit où les clients viennent vous éduquer. Ils font l'effort de réclamer pour vous apprendre la vie, vous dire non, moi ce que je veux c'est ça. Mais la boîte s'en fout complètement. Le SAV est souvent un sous-service des ventes de quelque chose. Alors, tout le monde s'en fout. En ligne, c'est là que ça se passe. Les réclamations clients sont la première source d'apprentissage. Si vous retenez qu'une chose aujourd'hui, occupez-vous de votre SAV pour apprendre. Parce que c'est là que les clients font l'effort. Ce n'est pas la peine de leur poser des questions aux clients. Ils vont vous raconter n'importe quoi. Ils vont vous raconter ce qu'ils ont en tête là tout de suite. Mais au SAV, ils ont fait l'effort. Ils sont passés à l'acte pour venir vous éduquer. L'outil fondamental sur cette première boucle, c'est l'outil du concept paper. C'est-à-dire qu'avec ce regard sur le tact, avec cette expérience du SAV, à chaque nouveau tact, on a un outil, on produit un concept paper. Alors là, vous voyez le tact, un rythme régulier de sortie du produit. La règle est simple, c'est que l'usine ne sait pas prendre de nouveaux produits en même temps. Elle crame. Elle sait en produire les uns après les autres. Donc on a une règle de sortie de produit en séparant innovation et développement, le service après-vente et le concept paper qui est un papier unique. Bon, là c'est une feuille, ça peut être 3 pages, hein, c'est pas ça. Mais c'est que on exprime ce qu'on attend du produit avant même d'avoir commencé à développer quoi que ce soit. Donc là, ce que vous voyez, c'est un concept, vous avez là une vision du point de vue, un radar qui représente le client, l'utilisateur final, le client direct, et vous avez quel est le segment visé, la vision d'ensemble du produit, les performances du produit, le target cost, des technologies spécifiques, les problèmes techniques à résoudre. Je n'ai pas mis dans la liste qu'on a discuté la dernière fois en académie, l'architecture. Elle n'est peut-être pas dans le concept paper, mais on se pose très en amont ces questions sur le produit de façon à définir le scope du projet, qu'on n'a pas à remettre ça en cause après. Le but du concept paper, c'est de créer une ligne de vue. On crée le Graal, et de façon que tous les gens qui travaillent dans le projet peuvent toujours se référer au concept de ce qu'on essaie de faire pour décider si ce qu'on veut faire, la décision technique qu'on prend, elle va dans ce sens-là ou pas. Alors, c'est un exercice, à nouveau, ça s'apprend, c'est très difficile à faire, mais c'est très très riche. Parce qu'un des problèmes qui nous arrive toujours dans les projets, c'est, enfin sans doute pas vous, mais moi les projets je connais, c'est que souvent le scope change pendant le projet. Il y a des technologies, on pensait que ça marcherait, ça ne marche pas, il faut remplacer. Vous voyez, et à chaque fois qu'on change un truc, bah, ça change tout le reste, et puis ça dérive, et puis on s'enfonce dans les sables. Le concept paper, c'est qu'on est vraiment en train de formuler quelle est l'hypothèse qu'on va tester avec ce produit sur le marché. Et enfin, le concept paper est ce qui nous permet d'apprendre. Parce qu'on a notre concept paper, on a le produit fini, on a la réaction sur le marché. Et vous voyez, on s'est donné un outil qui nous permet, malgré toute la politique qu'il y a dans la boîte, malgré tout le contingent, qui nous permet de revenir à dire est-ce que notre hypothèse est validée ou non. Donc ça, c'est vraiment, ça à nouveau, Freddy vous en parlez de la même façon, ça c'est lui qui a le plus insisté là-dessus. L'outil qu'il avait frappé en travaillant avec Toyota, c'est la force de cette notion de concept paper. C'est que ce n'est pas un cahier comme ça. Est-ce que vous voyez la différence avec un cahier des charges? Vous voyez tous la différence, non? C'est très en amont du cahier des charges. Très en amont. Il n'y a pas du tout de spécification détaillée spécifique. C'est vraiment en une ou 2 pages, 3 pages, c'est le marché, le produit. Le cahier des charges, ça vient bien plus tard. Et ça redonne à l'ingénieur la maîtrise de la conception du produit, pas juste de sa réalisation par un cahier des charges. Donc c'est vraiment le premier outil fondamental du Lean en Engineering. Il y en a parmi vous, je sais, qui en ont fait des concept papers. Facile, hein? Qu'est-ce qui vous arrive quand on fait un concept paper? Le premier truc qui vous arrive, c'est qu'on se rend compte qu'on ne sait pas. Ça vous arrive vraiment tout de suite. Puis après, sur un peu de trucs qu'on sait, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord. C'est un exercice fabuleux. Donc on apprend à le faire, et ça permet de mettre les gens d'accord sur le produit qu'on va sortir au tac. Ce qui nous amène à une deuxième boucle d'apprentissage. Deuxième boucle d'apprentissage, et je pense que c'est le cœur de la spécificité Lean.
c'est l'apprentissage entre le produit et le process, le produit et la production. Ça, je me souviens encore d'une boîte, une ex-boîte Schlumberger où les mecs, ils avaient construit un beau centre technique pour leurs ingénieurs. Ils avaient mis le parking entre l'usine et le centre technique, et ils avaient mis des grillages parce que c'était la tradition Schlumberger, donc il fallait des cartes magnétiques, de façon à ce qu'on s'assure que les ingénieurs ne parlent absolument jamais. Alors tout ça, on est, je sais pas où, à Dijon, des coins comme ça, ils se connaissent tous, hein. Mais là, on s'assure que les ingénieurs ne parleront jamais aux mecs dans l'usine. Donc c'est un effort délibéré. Et il y a un moment en France, avec notre obsession de l'organisation, il y a des gens, je me souviens encore plus maintenant, mais il y a 10-15 ans, qui vous racontaient encore que c'était une bonne idée. Parce que comme ça, les ingénieurs pouvaient se concentrer sur ce qu'ils savaient faire bien, puis la production pouvait produire, et tout ça était parfaitement organisé. S'il y a un truc que Toyota nous a appris, c'est l'importance du manufacturing engineering. Vous êtes d'accord que, vous savez, le sourire industriel chez nous, non? Vous ne connaissez pas le sourire industriel? Il y a le développement produit, et il y a le marketing, puis au milieu, il y a la production, et le manufacturing engineering, qui est une fonction très, très sous-développée chez nous. Et ce qui est clair, ce qui a frappé Freddy, lui il était patron des méthodes chez Renault à l'époque, mais ce qui a frappé Freddy, quand il voyait ce qu'ils faisaient eux en méthode et ce que faisait Toyota, c'était la place, c'était le fait que le juge de paix chez Toyota était toujours le manufacturing engineering, qui faisait le juge de paix sur le produit. Pour Renault, c'était juste incompréhensible. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est cette boucle d'apprentissage que la production apprend à l'engineering par la notion de standard. Alors les standards, attention, ce n'est pas des règles, hein, les standards. On est dans un monde scientifique, les standards, c'est ce qu'on sait. Donc si on sait qu'on met telle pièce pour que ça ne rouille pas, parce qu'on va vendre des voitures en bord de mer ou des pompes à essence en bord de mer, ce que vous voulez, il faut juste être con d'aller prendre une pièce moins chère pour mettre. Et c'est juste con, on le sait. Par contre, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Donc on dit, ici, il faut récupérer 2 €, aller chercher dans tous les trucs qu'on ne sait pas. Il y a plein de trucs que vous pouvez aller chercher. N'allez pas chercher là où on sait. Ce n'est pas des règles. On peut changer d'avis. On peut faire d'ailleurs tout un travail de développement pour dire, en fait, on pensait qu'on le sait, mais on va le changer d'avis, etc. Ce n'est pas des règles. Vous me suivez? C'est vraiment les standards. On ne sait pas grand-chose, mais il y a quelques trucs qu'on sait. Donc la production nous apprend ça. C'est la production qui va nous apprendre comment, ce qu'on sait. Et du coup, on va demander aux ingénieurs, soyez sympas, vous avez tout l'espace de créativité et de liberté que vous voulez, mais les trucs qu'on sait, ce n'est pas la peine de commencer à remettre en cause ça. Souvent, l'ingénieur commence par là, pourquoi? Souvent, l'ingénieur commence par mettre en cause les standards, pourquoi? Ouais, valorisant, je sais pas, c'est surtout plus facile, ça paraît évident. Parce que souvent, le standard, ça nous force à faire un truc un peu bizarre, parce qu'on a de l'expérience, donc on va peut-être mettre une pièce plus chère ou plus compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars qui réinvente la poignée de porte à chaque fois qu'il dessine, il va regarder ça, il va dire pourquoi ils ont fait ça? En fait, là n'y va pas, là, on a une bonne raison. Mais à côté, tu peux. Et dans l'autre chose, c'est ce que Licker a appelé le set-based concurrent engineering. C'est une technique très particulière qui consiste à résoudre les problèmes en amont avec plusieurs alternatives. L'outil fondamental, à nouveau, sur lequel Freddy insiste le plus, c'est la checklist. Je connais des gens ici qui sont en train d'en développer. Jean-Claude vous en présentera pendant un des ateliers. À nouveau, c'est un exercice qui est plus difficile et enrichissant qu'on pense. Donc, concevoir avec des standards, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, là, vous avez des classeurs de standards, mais en fait, j'étais chez mes beaux-parents pendant le week-end de Pâques et j'ai vu une émission sur les bâtisseurs de cathédrales. Et il y avait dedans un cahier d'un architecte médiéval où il y avait dedans les gabarits, ses calculs, etc. Dans le sens de Toyota, c'est vraiment, et Olivier vous en parlera, c'est très frappant, les standards sont individuels. Ce ne sont pas des règles que vous allez appliquer à tout le monde. L'apprentissage est individuel. Donc le premier truc, c'est d'apprendre à chaque ingénieur d'avoir son cahier comme l'architecte médiéval, où il a ses standards de procédés, d'interface, de pièces, de façon de dessiner, etc. Un cahier où il a ce qu'il sait, lui. Et après, à force d'avoir ça, on met tout ça en fin, et puis on arrive au classeur où on fait des trucs plus collectifs. Mais l'apprentissage collectif vient de la volonté individuelle d'apprendre.
Ce n'est pas du tout de la gestion de bases de données dans lesquelles où l'ingénieur n'a plus le choix parce qu'il prend un menu déroulant et il est obligé de prendre cette pièce-là. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Le standard, c'est l'enrichissement du savoir. Moi, je ne l'ai pas amené, j'aurais dû. J'ai un cahier de standard dans mon métier, les trucs, la façon dont, classiquement, des problèmes que je ne connais pas, on les prend. Et donc ça, c'est vachement intéressant et c'est tout le contraire des règles. C'est que des cas de figure. C'est pour ça que les gestions de bases de données ne marchent jamais. Parce qu'on revient sur la richesse du savoir, cas de figure par cas de figure. Le set base, là, c'est une technique spécifique à Toyota, qui est de dire que avant même de commencer à dessiner, au niveau du concept paper, on a identifié qu'il n'y a pas le truc qu'on sait faire, puis il y a des trucs qu'on ne sait vraiment pas faire. Donc ça, on va lancer des projets pour savoir si on saura faire, et on s'impose de ne pas choisir une solution. Un exemple absolument hallucinant de ça, c'est la Prius. J'ai la plug-in, là, c'est quand même un truc assez... J'arrive à traverser Paris, aller à la gare le matin avec consommation 0 ou 1 litre au 100, c'est quand même impressionnant. Et ce qui est marrant du point de vue de Toyota, c'est que cette innovation dans l'automobile qui a quand même chahuté l'automobile, eux, c'était 1 de 5 projets. Les autres, on n'en a pas entendu parler parce qu'ils n'arrivent pas à le mettre sur le marché. C'est juste le premier qui était sur le marché. Mais ils n'ont jamais pensé que l'hybride était la solution, jamais. Ils voulaient résoudre le problème de la consommation. Donc ils ont lancé, ils ont la voiture à hydrogène, l'électrique totale, enfin je veux dire, ils avaient 5 projets. L'hybride est juste le projet qu'ils ont réussi à mettre le marché le plus vite. Donc ça, c'est une révolution, c'est qu'avant de résoudre le problème totalement, très en amont, on prend des bouts de problème et on s'impose de prendre des alternatives qu'on va résoudre jusqu'en production, alors qu'on sait qu'on ne va pas les prendre. Donc là, il faut un peu de discipline. On sait que le truc, finalement, c'est sans doute pas ça qu'on fait, mais on va quand même pousser jusqu'en production, à nouveau parce qu'on veut apprendre. Et d'ailleurs, la solution finale va sans doute avoir des détails qui sont pris de ces solutions qu'on n'a pas retenues, qu'on a développées jusqu'en production. Mais à nouveau, l'obsession à ce niveau-là, c'est pas une obsession de résoudre le problème. Hein. C'est une obsession. Dis-moi que tu es médecin. L'outil principal, c'est les checklists. Et donc, ça, c'était très frappant quand on commençait à étudier Toyota dans les années 90. C'est que sur un démarrage de projet, les gars, ils arrivaient avec un semi-remorque, ils mettaient une pièce entière, et puis c'était bourré de classeurs de checklists. Des checklists sur tout le temps, etc. Le jeune ingénieur chez Toyota, il ne dessine rien, parce qu'on lui dit, tiens, avec la checklist, il devrait être capable de faire la pièce. Et c'est seulement quand il a montré qu'il sait maîtriser les checklists de standard qu'on va commencer à lui demander, donc on va le monter en compétences progressivement. Donc chez nous, c'est un travail terrible parce qu'il faut commencer de zéro. Mais c'est super intéressant parce qu'à nouveau, le checklist nous permet de distinguer ce qu'on sait de ce qu'on ne sait pas. Ce qui nous amène là. Bon, je sais que je vais vite, je sais que c'est très touffu, mais je pensais que c'était important pour cette première journée d'engineering de faire un peu le panorama général. Ce qui nous arrive à la troisième boucle d'apprentissage, c'est la boucle production partenaire, c'est essentiellement les fournisseurs. Comment est-ce qu'on apprend de nos fournisseurs? Donc, l'automobile, vous êtes là? Qu'est-ce qui est de l'automobile? Montrez-moi les mains. Là. Donc, voilà ce que l'automobile fait. Il y a une façon de faire la boucle d'apprentissage. On met le pied sur la gorge des fournisseurs. On leur fait cracher tout ce qu'ils ont. Ils n'ont plus de fric pour mettre en développement. Mais le problème, c'est qu'on a quand même besoin d'eux. Parce qu'en fait, quand on fait un produit complexe, toute l'innovation qu'on a, elle vient d'où? Des fournisseurs. Donc, ils commencent à nous mettre des produits qui ne sont pas stabilisés. Et quand on est dans un taxi, il dit « T'es content avec ta voiture là ?» Il dit « Ah ouais, c'est super le toit ouvrant là, mais il ne marche pas. » M'énerve. Alors maintenant, évidemment, tous les gars... Non, la question est qui sont des gens qui étaient de l'automobile qui sont maintenant plus dans l'automobile? Ah, parce que maintenant qu'on a foutu la filière automobile par terre en faisant ça, on va vite aller s'aimer pour s'attaquer à l'aéronautique, au luxe, de façon à détruire ces filières aussi. Attention à cette boucle-là, vous êtes porteur d'un mème qui est extrêmement destructeur. Vous ne vous en rendez pas compte, mais la pression qu'on a mise sur les fournisseurs, et c'est un des trucs, les trucs qu'on comprend le moins de ce qu'a fait Toyota,
Mais clairement, leur tissu de fournisseurs, ils ne le traitent pas pareil. Je ne dis pas qu'ils sont sympas, hein, mais clairement, ils ne le traitent pas pareil. Mais nous, on a été fous là-dessus, complètement fous. On a détruit les fournisseurs. On les a mis dans un rôle de complètement d'exécutant, et en faisant ça, on a détruit notre capacité d'apprendre de nos partenaires et du coup d'innovation. Les outils sont la standardisation, et un outil qui est intéressant, c'est le slow build avec eux pour travailler avec les fournisseurs sur les premières, dès qu'on a les premières pièces, pour construire le produit, pour voir. En ligne, on fait des produits, la première construction, on fait des pièces sans tolérance au début. Parce qu'on veut commencer à assembler le produit pour voir où les tolérances comptent et où les tolérances ne comptent pas. Ça, c'est très intéressant à faire avec les fournisseurs parce qu'eux, ils savent plein de choses que vous ne savez pas. Et là, l'outil de base, c'est tout bête, c'est la certification et la qualification, pas à la façon dont on fait nous, mais un vrai travail de savoir quel type de partenariat on veut. Alors le slow build, il y en a des gens dans la salle qui l'ont fait du slow build? Ouais, vous l'avez fait, oui, c'est fascinant. Vous êtes d'accord? C'est un moment fascinant. On a toutes les premières pièces, toutes les pièces proto. On prend des opérateurs, pas des opérateurs de proto qui ont l'habitude, mais des opérateurs normaux, et on assemble à la caméra lentement le produit. Et on regarde ce qui se passe. Et ça, on le fait en équipe avec les fournisseurs des pièces dans la salle. C'est fascinant, fabuleux. On apprend des choses sur le produit qu'on n'imaginerait jamais. C'est vraiment très, très riche. Et l'autre partie, évidemment, c'est l'intégration des fournisseurs par la maîtrise de la qualité. Ça, on le fait plus ou moins. Mais l'idée, c'est vraiment de rentrer par la coordination des targets sur le projet pour aller voir qui on écoute et qui on n'écoute pas. Pour aller voir, pour évaluer le niveau de savoir-faire du fournisseur. Là, j'ai un exemple de Toyota Industrial Equipment avec une décision. Bon, parce que la décision qui est derrière, qui est fondamentale, c'est le make or buy. Et en ce moment, avec les acheteurs tant ils sont, avec les histoires de coefficients d'achat, etc., la décision de make or buy est faite pratiquement souvent sur des critères de coût. Ce qui est complètement idiot. C'est complètement idiot. À nouveau, on oublie le produit. La décision de make or buy est une décision structurante pour votre produit, pour votre boîte. Quelle est la techno que vous voulez garder et développer vous? Quelle est la techno que vous allez co-développer? Quelle est la techno qui est une commodité? Et alors, toutes les boîtes, on discutait encore hier avec Christophe. Christophe? Ouais. Quand on regarde un produit, on est plus sûr. Il y a des choses que vraiment maintenant il faudrait acheter. Or, pour des raisons historiques, c'est encore nous qui le développons. Et inversement, on s'est mis à acheter des trucs où alors c'est au cœur du produit et qu'on a intérêt à se garder. Toyota a une particularité avec leur système de groupe. Ils ont une boîte qui fabrique une pièce de tous leurs composants. Pas du tout en volume. Pareil, imaginez les volumes de Toyota, ils servent des fournisseurs. Mais on va trouver dans le groupe Toyota, ils ont acheté une boîte d'électronique quand il y avait des problèmes de carte électronique. On va trouver dans le groupe Toyota une boîte qui, ce que certains d'entre vous sont en train de commencer à faire ici, une boîte qui va faire ce composant à tout petit volume, mais pour qu'on comprenne. Alors, voilà ce qu'on essaie de faire. La deuxième question, c'est une fois qu'on a ça en tête, comment faire? La stratégie de développement en ligne est assez simple. C'est la même chose que la stratégie de toujours, c'est une stratégie par le lead time. Et dire, bon, généralement, ce qui se passe, alors, à nouveau, je ne sais pas, vous ne vous reconnaissez pas là-haut. Non, on est d'accord. Il n'y a pas de reconception. Donc l'idée, c'est que les autres qui ne font pas du lean, leur projet, généralement, se passe comme ça. C'est qu'il y a le concept, il y a le développement, puis après... Donc l'idée du lean, c'est tout con, c'est de dire on va mettre beaucoup plus de ressources en amont à faire le concept paper, le set base, tout ça, de façon à faire des démarrages qui se passent bien, à perdre moins de temps en reconception. Et notre obsession, c'est de réduire les coûts de reconception. On a 3 indications de base, c'est que l'ingénieur, quand il se gourre, il crée des surcoûts d'utilisation pour le client, qui fait que le client préfère un autre produit, ou une technologie concurrente, parce qu'aussi c'est possible en ce moment. Il crée des surcoûts dans la production et livraison, et il crée des surcoûts dans le développement lui-même. Quand le développement part en vrille et que ça prend du temps, il faut plus de monde que prévu, etc. Mais souvent, alors, n'écoutez pas les gars qui vous font faire de lean là-dessus. Hein. Ils vont planter votre boîte. J'en connais, il y en a, qui vous expliquent que faire du lean, c'est d'appliquer les techniques de la production à l'ingénierie, et que le premier truc qu'on va regarder, c'est l'efficacité de vos projets. Non, ça ne vous est pas arrivé? Faites attention, hein, c'est des échecs programmés. Ils vont planter la boîte. Parce que
la boîte, elle vit, on sait de ses produits. Donc le premier truc du Lean, c'est de comprendre les conneries qu'on met dans le produit qui agacent les clients. Quand on en est à, moi, avant qu'on arrive à vraiment ça, il y a du boulot. Généralement, en fait, ça, quand on a réglé ces deux problèmes-là, ça descend tout seul. Mais ne prenez pas le problème à l'envers, vous allez... En production, c'est pas grave. Vous pouvez faire toutes les bêtises que vous voulez en production. Il n'y a pas un truc que je ne sais pas récupérer avec une équipe de week-end ou de nuit et remettre les machines comme avant. C'est de la production. En développement, faites très attention. Parce que si vous faites des bêtises, vous le saurez que dans 2 ans, et ce sera fini, vous ne saurez pas le rattraper. Donc, il y a un gros warning, attention sur la méthode, vous savez, pas laisser apporter des enfants, ne laissez pas apporter des cost-cutters ou des mecs qui vous disent qu'ils vont arranger vos projets plus efficacement. Ils vont vous planter la boîte. Pour faire ça, il y a donc une 4e boucle d'apprentissage que vous reconnaissez tous, qui est la boucle du Lean, c'est qu'on va visualiser les activités, formuler le problème, chercher les causes racines, étudier les contre-mesures pour développer l'ingénieur, pour qu'il comprenne mieux les problèmes qu'il cause au niveau des produits et au niveau de la supply chain. Donc, notre obsession, c'est vraiment que pour fabriquer les produits, il faut fabriquer les gens. Et le modèle, c'est un modèle de T, on le développe les gens sur 2 dimensions, leur leadership, c'est leur capacité de travailler avec les autres ingénieurs, qui est clé pour réussir un projet, et bien sûr leurs compétences techniques toujours plus pointues. Alors pour mettre ça en place, en termes d'organisation, les ruptures de Toyota, la première, c'est évidemment le chief engineer. C'est comme le créateur de mode, c'est qu'il y a un gars dont c'est le boulot de comprendre ce que veut le client et de le traduire en architecture et en paramètres techniques. Ce n'est pas une équipe, ce n'est pas un cahier des charges, c'est pas, le management ne s'en mène pas. À un moment donné, on fait le pari que ça ne peut se faire que dans la tête d'une personne, et que le succès ou l'échec de nos modèles dépend de la qualité du chief engineer. Donc on a des gros problèmes pour développer les bons chief engineers, mais on accepte que la création reste dans une personne. C'est comme en mode, il y a un créateur. C'est d'ailleurs dans le luxe, c'est ce qu'on fait. Hein. Le créateur, il peut vous dire, il y avait les gars de Louis Vuitton qui me disaient un jour, leur créateur, il leur a dit, cette année, c'est le papier. Le patron de la boîte, est-ce qu'il dit à son créateur, tu arrêtes, tu déconnes, le papier, attends. Non, il ne fait pas ça. Il dit, très bonne idée. Si on faisait une série limitée signée. Ah oui. Mais on fait très attention aux créateurs. Parce que peut-être que parfois, ils vous amènent dans les conneries, mais si vous n'avez pas de créateur, vous êtes mort. Ça, on le sait dans le luxe. C'est pareil dans les produits. C'est pareil dans tous les produits. On remet le créateur au centre. Et c'est donc le chief engineer, là, vous voyez le chief engineer de la voiture qui est derrière, c'est lui le produit. C'est lui qui traduit, c'est lui qui exprime les préférences clients. C'est lui qui conçoit l'architecture, et surtout, il n'a pas d'autorité. Il a pas mal d'influence. Si le chief engineer décide qu'il ne veut plus travailler avec vous, ce n'est pas très bon pour votre carrière. Mais il n'a pas d'autorité formelle. Mais c'est lui qui fait le fil rouge sur l'ensemble du projet, parce que sa responsabilité, c'est le flux de valeur sur son produit, le flux de cash qui va rentrer. Deuxièmement, Olivier vous en a parlé déjà la dernière fois qu'il a présenté, je ne sais plus quand il a présenté ce qu'ils ont fait à PSA, c'est toujours la même idée du Lean, c'est qu'on s'organise en équipe autonome, c'est-à-dire dans les parties du bureau d'études fonctionnelles, on a des équipes avec un team leader dont le métier est le développement de ces ingénieurs avec la formation des ingénieurs au standard. Donc c'est une vision qu'on n'a pas des grands départements. Ces grands départements sont par îlot de quand même 4, 5, 6 personnes, avec un team leader qui n'est pas hiérarchique, mais dont le seul rôle est le développement de connaissances. Et finalement, notre projet, alors c'est quoi le Lean pour conclure, c'est quoi le Lean en ingénierie? En fait, pour l'instant, vous avez vu les phases, d'accord, mais on n'a pas tellement touché au projet. Ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a mis des outils du Lean, comme ce sont des moments d'apprentissage dans le projet. C'est qu'on investit dans des moments avec 2 cycles d'apprentissage. Un, pour que chaque ingénieur apprenne le process, donc développe sa compétence de déjà ce qu'on sait faire, on fait de la formation individuelle au poste par le team leader avec les standards. Donc ça, on passe du temps avec les ingénieurs en disant pourquoi tu as fait ça comme ça, etc. Maintenant, le standard, c'est ça, qu'est-ce que tu en penses, pourquoi tu as changé, etc. Donc ça, c'est vraiment de la formation individuelle. Et si vous voulez faire de Lean, vous pouvez commencer en engineering, commencer demain. Vous passez 20 minutes de votre journée à vous asseoir à côté d'un de vos gars et puis de commencer à rentrer là-dedans en disant montre-moi ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, sors-moi le standard, il n'y a pas de standard, rédige-moi un standard, vous voyez celui-là, et commencez cette pompe. Et c'est très facile, enfin, comme beaucoup de choses du Lean, c'est très simple, c'est pas nécessairement facile. Mais il y en a parmi vous qui ont commencé, on démarre, on le fait. Et ça a des effets immédiats.
Parce que tout de suite, les gens vont vous parler et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de problèmes que vous n'avez juste pas compris. Donc c'est bien pour la formation en lui, mais c'est bien pour votre formation. Et puis de l'autre côté, on veut améliorer le process. Donc on fait des moments d'apprentissage. On prend l'équipe et puis on fait des tear-down, on démonte les produits concurrents, on fait une analyse du concept paper, on fait des slow builds. Vous voyez tous ces moments, c'est des moments d'apprentissage où l'ensemble des ingénieurs ont un impact sur le process. Et c'est ça de faire du lean en engineering. C'est d'apprendre la technicité, de se servir de la formation individuelle et de ces moments d'apprentissage en atelier, c'est des workshops Kaizen, hein, qui permet de faire évoluer radicalement la conception des produits et des process qui vont derrière. Troisième grand outil qu'on met en place, dont Cécile va vous parler juste après, c'est l'OBEA. C'est-à-dire qu'on crée un espace. Alors, visualiser, c'est facile en production. En engineering, c'est plus difficile. Donc, on crée un espace de visualisation commune où tout le monde voit ensemble vers où on veut aller. Et on rappelle toujours aux gens, quand vous prenez telle et telle décision, est-ce qu'on va bien dans le même sens? Est-ce qu'on se met bien d'accord avec l'OBEA? C'est bien, on voit ensemble, on comprend ensemble, on sait ensemble. Donc, attention, c'est l'histoire de mon père qui, juste avant d'aller chez Valeo, il avait ramené ça du Japon, il avait dit, ce qu'il faut, Toyota colocalise les gens dans les projets. Puis un jour, il revient visiter Renault, etc. Puis il va à la ruche et on lui dit, regarde, on a écouté ce que tu nous as dit juste avant que tu partes, on a fait ça. Il regarde, il dit, vous avez fait quoi? Ben, on a colocalisé les ingénieurs. Mon père étant lui, il a dit, mais ça va pas. Attention à la confusion. Hein. Il ne s'agit pas de colocaliser les ingénieurs. Il s'agit justement de les garder où ils sont, mais de créer un espace où ils peuvent se retrouver. Les ingénieurs, ils sont le plus près de l'usine, ils sont, le mieux ils sont. Par contre, on crée un espace, virtuel parfois. Il y a les gens d'Asso sont en train de développer des OBEA. Et pourquoi il faut que ce soit d'Asso? Parce qu'on a besoin de Katia pour avoir une image du produit, pour créer l'OBEA pour les projets délocalisés. Mais donc, quelle que soit la technique qu'on a derrière, que ce soit papier-crayon, c'est de créer un espace central où on peut se retrouver pour se mettre d'accord. J'ai passé ma vie, je sais que c'est triste quand on y réfléchit, mais j'ai passé ma vie professionnelle à étudier cette simple phrase. J'étais jeune sociologue, et quand je voyais Toyota faire dans les usines de Valeo à l'époque, je disais, mais où est votre roadmap, où est votre plan? Elle me disait, on n'en a pas, on résout les problèmes les uns après les autres. Mais c'est pas vrai, vous voyez bien que vous savez où vous allez. Bah oui, on tire les flux, puis après on résout les problèmes, c'est tout ce qu'on fait. Puis un jour, le gars, il en a marre, je lui pose la question. Je lui disais, mais attendez, je suis sociologue, je ne vais pas le publier, je comprends que c'est votre savoir-faire, j'en ai besoin pour ma thèse. Non, vous ne voulez pas juste me filer le truc, que je comprenne. Et un jour, le gars, il s'énerve, il dit, on n'en a pas, on a une règle d'or, on fabrique des gens pour fabriquer des pièces. En tant que sociologue, moi, je suis tombé de ma chaise. C'était tellement radicalement différent de tout ce qu'on m'avait appris, de tout ce que les gens comprenaient d'ailleurs, parce qu'à l'époque, Valeo, ils étaient en train de faire les roadmaps pour essayer de comprendre la roadmap qui n'existait pas, dont ils ne sont jamais servis, mais les consultants s'en sont emparés, et tout le monde dans l'industrie maintenant fait les roadmaps. En interne à Valeo, ils ne s'en sont jamais servis au-delà de comprendre ce que faisait Toyota. Enfin, je veux dire, c'était des confusions totales. Il n'y a pas de roadmap. Enfin, vous pouvez en faire si vous voulez, mais ça ne vous servira à rien. Donc, moi, je suis tombé de ma chaise, je me suis dit, bon, il faut que je comprenne ce truc. Et j'ai passé 10 ans de ma vie professionnelle à comprendre ce que ça voulait dire fabriquer des gens. Pour me rendre compte que non seulement c'était déjà triste de passer sa vie à étudier une phrase, j'étais en train de passer ma vie à étudier une demi-phrase. Parce que l'autre partie de la phrase, c'était pour développer des produits. Donc ça fait 10 ans. Effectivement, j'ai fini, après mes nombreux refus d'apprendre, j'ai fini par écouter mon père et m'intéresser à la phrase entière. C'est comment est-ce qu'on développe des gens pour développer des produits. Et c'est cette révolution dans nos têtes qu'il faut qu'on porte, c'est que ce sont des super ingénieurs qui font des super produits. Ce n'est pas des systèmes, ce n'est pas des procédures, ce n'est pas des modes d'organisation, tout ça, ça change, c'est des moyens qu'on met en place. Donc voilà, je vous ai donné un panorama d'où on en est sur le Lean. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de discussions avec Jeff Flicker, qui est le gars qui a beaucoup étudié ça, et avec Durward Sobek, qui est le premier dont la thèse a déclenché tout, il y a 15 ans, a déclenché tous les travaux sur le Lean Engineering. Je sais que ce n'est pas ce que vous aviez en tête, pour beaucoup d'entre vous, mais je pensais que c'était important pour démarrer la journée de vous donner un panorama complet.
Et je voudrais vraiment, en mot de fin, je pense que c'est ici qu'il faut qu'on démarre cette révolution, de se rendre compte que les histoires de coûts de main-d'œuvre, tout ça, dans les boîtes avec lesquelles je travaille, on ne se pose jamais ce genre de questions. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait des produits que les gens achètent. Et comment est-ce qu'on se remet sur le fait que l'organisation, c'est juste un moyen pour sortir des trucs qui plaisent. Je vous vois très silencieux là, ça vous parle ? C'est ce que j'avais à vous dire, merci beaucoup.